Je trouve que cette année est quand même pionnière dans mon développement personnel parce que je lis beaucoup, notamment du Hayek sur l'économie libérale, du José Ortega sur la technique ou encore divers livres issus des sciences sociales et économiques. Je participe également à un programme qui s'appelle FIBI et qui vise à former des jeunes étudiants sur les principes de la bioéconomie et de l'économie circulaire appliquée à l'entrepreneuriat. À la suite de cette année, je décide d'arrêter le master et je fais deux actions en parallèle. D'un côté, je postule à l'Institut français de la mode pour aller plus en profondeur dans mon projet d'entrepreneuriat. Et de l'autre, je postule à un stage au fonds d'investissement de Fashion for Good. Fashion for Good, c'est une plateforme qui vise à créer du lien entre des innovations technologiques qui permettent de réduire les émissions sur la chaîne de valeur des entreprises, avec des entreprises telles que Kering, LVMH ou encore Puma, qui ont besoin en fait, de ces innovations pour réduire leurs émissions carbone. Donc, à la fin de cette année, je suis globalement content parce que j'arrive à créer ma première collection en économie circulaire dans la ville de Paris. Et cette même collection a été exposée en octobre dernier au musée de Fashion for Good, ce qui fait une sorte de petit accomplissement personnel. Et la suite, c'est maintenant. J'ai intégré le programme Innovation by Design de l'ENSI en octobre dernier, sans attente particulière, juste avec l'envie de me former sur les méthodologies issues des pratiques en design. Et en parallèle de ça, j'ai également postulé à une alternance au sein d'Alstom en tant qu'ingénieur junior en stratégie d'innovation. Ici également sans aucune attente particulière, mais avec des sujets qui me plaisent beaucoup parce qu'on parle de prospective, d'innovation et de design. Hop. Je vais vous montrer une petite vidéo de ce qu'est Alstom. Hop. Mais globalement, Alstom, c'est des trains. C'est des trains en milieu urbain, comme la ligne 9 ou la ligne 14. C'est également des tramways, mais c'est aussi un système propose des systèmes de signalétique pour ces mêmes trains ou encore de la maintenance pour ces mêmes trains. J'arrive à Alstom avec une problématique particulière parce que le pôle innovation et le pôle design cherchent à créer du lien. On voit très bien que des thématiques comme l'accessibilité, l'expérience usagée sont des thèmes qui reviennent beaucoup en stratégie d'innovation sous la forme de trends ou de méga-tendances qui sont articulées autour d'une population vieillissante ou encore un changement des habitudes de travail. Donc je pense que cette collaboration avait pour but de matérialiser peut-être ces innovations à travers des choses tangibles comme la nouvelle architecture d'un train. Hop. Je reviens. Donc à mon arrivée à Alstom, on se pose trois questions de recherche en lien avec mon mémoire et mon parcours à l'ENSI, avec Juliana Bolvas qui est ma maître de stage et Michael Haddad qui est le directeur de l'innovation à Alstom, mais également mon directeur de mémoire. On pose trois questions. La première, c'est à quoi sert la prospective et comment a-t-elle évolué au cours du dernier siècle? La deuxième, c'est comment les outils de design sont-ils utilisés en prospective? Et enfin, quels sont les leviers pour augmenter l'apport du design en prospective? Est-ce que ces démarches sont pérennes et comment les résultats sont-ils utilisés? Pour commencer, je pense qu'il est nécessaire de définir le terme prospective, issu du latin prospectivus. La prospective veut dire vers l'avenir. J'avais commencé à introduire les idées de Raymond Baudet pendant mon poster de mi-parcours qui s'intitulait « Imaginer un futur souhaitable ». Et Raymond Baudet souligne que la capacité à imaginer un futur collectif en dehors des attentes individuelles s'est considérablement réduite. Et on arrive au XXIe siècle dans une ère où le futur est vu comme une multitude de destins individualisés, peu reliés aux événements communs. Et dans notre cadre, les événements communs, c'est le développement durable. D'un point de vue théorique, la prospective peut être divisée en trois types de démarches. Il y a d'abord les modélisations statistiques et prévisions économiques qui sont largement utilisées dans l'industrie. Par exemple, une entreprise comme Shell peut essayer de comprendre quels seront les besoins planétaires à l'horizon 2040 en termes de barils de pétrole et donc modéliser ça en fonction. Il y a ensuite les méthodes de probabilisation qui permettent de donner une probabilité à un événement futur et d'ensuite essayer de créer un artefact qui permet de prendre en compte ou scénariser cette réalité. Et enfin, il y a les méthodes qualitatives qui vont nous intéresser beaucoup dans le cadre de ce mémoire et qui incluent la phase d'idéation jusqu'à la matérialisation de ces scénarios. Et souvent, ces méthodes incluent des sciences sociales et des études d'enquête. Selon Futurib, la prospective peut être divisée en 5 étapes. Il y a d'abord la définition du problème, le choix de l'horizon. Le choix de l'horizon est très important parce que si on veut modéliser quelque chose, que ce soit dans 10 ans ou 20 ans, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Une fois qu'on a choisi l'horizon et qu'on connaît le cadre de notre démarche, on peut construire un système et élaborer les variables clés qui sont
qui sont partie intégrante de ce système. À savoir que ces variables sont les jalons nécessaires pour permettre d'arriver à un scénario des possibles. Une fois qu'on a choisi les variables, on peut commencer à créer les hypothèses. Ces hypothèses permettent de scénariser dans différents sens ces différents scénarios. Et une fois qu'on a créé les hypothèses qui sont la base de nos scénarios, on peut construire ces scénarios des possibles. Et dans quelques cas, comme à Alstom, ces scénarios des possibles sont ensuite utilisés à des fins stratégiques. L'expérience de la prospective au sein d'Alstom est assez large. Elle comprend des démarches en interne qui visent à créer des visions stratégiques liées à des thèmes qui sont importants pour Alstom et dans lesquels l'entreprise doit évoluer dans le futur. Elle inclut aussi des démarches de business model qui permettent de répondre à des enjeux du futur en modélisant ce qui est nécessaire pour arriver à cet optimum. Il y a aussi, j'ai pu être intégré aussi dans cette étape, qui est l'analyse des mégatrends et des mégatendances. Donc tous les ans, il y a plusieurs documents qui arrivent à Alstom et on essaie de voir dans ces documents s'il y a des informations qui risquent d'impacter l'activité de l'entreprise. Elle inclut également des démarches en externe qui visent à rejoindre des communautés d'intérêt et créer des visions prospectives avec d'autres parties prenantes. Mon expérience au sein d'Alstom dans la prospective est assez large. Mais en parallèle de ça, j'ai également réalisé plusieurs choses pour me former ma propre vision de ce qu'est la prospective. J'ai réalisé une dizaine d'entretiens avec des acteurs clés du développement durable et de la prospective pour comprendre un peu leurs avis. J'ai également créé un atelier de design fiction et spéculatif. J'ai eu l'opportunité de réaliser 2 formations pour me former au principe d'analyse morphologique et à la prospective stratégique. J'ai eu l'opportunité aussi de discuter avec les différentes communautés d'intérêt dans lesquelles Alstom était impliquée. Et pour finir, j'ai créé un mémoire qui rassemble en fait toutes ces recherches que j'ai pu faire au cours de cette année. Aujourd'hui, on va parler d'une démarche en particulier qui est l'analyse morphologique, qui est une démarche de prospective et qui a été initiée par Moving On, qui est un organisme affilié à Michelin et qui vise à créer des communautés d'intérêt autour de sujets liés à la prospective. Donc, dans notre communauté d'intérêt, il y avait plusieurs acteurs comme Stellantis, Alstom, Michelin. Et le but ici était de créer une vision partagée et collective de ce que serait le futur de la mobilité. Donc cette démarche s'est effectuée en 3 étapes. La première, cadrage de la démarche et définition de l'horizon. Cette étape était nécessaire pour essayer de comprendre le calendrier qui serait nécessaire pour élaborer cette démarche, pour définir aussi les contributions individuelles de chaque entreprise et aussi pour se familiariser avec l'approche de prospective stratégique pour collaborative. À savoir qu'aucune entreprise, avant cet exercice, n'avait effectué d'analyse morphologique et encore moins collaborative. Donc cette étape était vraiment nécessaire pour comprendre les besoins. Donc après 2 mois à définir la démarche, nous sommes mis d'accord sur un sujet qui est quel serait l'avenir de la mobilité à l'horizon 2040 sur le segment 100 à 500 km. 100 à 500 km, c'est typiquement un voyage entre 2 grandes villes, donc un Paris-Londres ou un Paris-Lyon. Après avoir cadré le sujet, nous nous sommes lancés dans une phase d'immersion et d'imagination. Donc, la première partie, c'était surtout choisir les variables qui régiraient notre système. Une fois qu'on avait ces variables, le but était de créer les hypothèses. Nous avons pour objectif de créer 4 scénarios qui étaient assez différents pour avoir une sorte de pluralité dans les discours et pour pouvoir interpeller les gens de différentes manières. Une fois ces 4 scénarios construits, nous sommes passés à une phase de confrontation et de consolidation. Cette phase était nécessaire pour en fait comprendre les avis d'experts externes sur ce qu'est la prospective et ses enjeux. Cette étape était très intéressante parce que nous avons pu recueillir plein d'avis et ensuite retravailler les scénarios en fonction de ces avis pour les rendre plus robustes et attester de la rigueur méthodologique de notre travail. Je vais vous parler maintenant de ces 4 scénarios. Le premier, c'est la révolution à bas coût. Ce scénario s'appuie sur un taux d'occupation de la voiture qui est croissant, qui augmente beaucoup d'ici à 2040. Il n'y a pas beaucoup d'évolutions technologiques, mais beaucoup d'innovations sociales, comme le car sharing ou d'autres choses qui permettent de répondre aux besoins individuels de mobilité. Mais par contre, dans ce scénario, on n'arrive pas à résoudre le problème environnemental et il y a une crise des matériaux critiques. Ensuite, le deuxième scénario, qui était la grande division, je pense, portait à faire réagir sur les enjeux liés de la mobilité. Donc on a imaginé un monde où les
les inégalités sociales continuaient à grandir et que d'un côté, on avait les ultra-riches qui pouvaient voyager dans des modes électrifiés, hyper efficaces et entre guillemets bons pour l'environnement, et de l'autre, les ultra-pauvres qui devraient avoir par exemple un Solidarity Taxi pour espérer en fait, continuer à voyager. On avait même une innovation dans le train où on devait partager en fait, son siège pour essayer de se déplacer. Le troisième scénario est assez utopique, c'est le New Green, dans lequel en fait, tout va bien. On arrive à résoudre le problème environnemental, il y a plein de nouvelles technologies qui émergent, les innovations sociales sont accrues, tout se passe bien et il y a aussi des nouveaux business models. Mais on se demande quand même dans ce scénario comment, d'un point de vue technique, cela s'articule. Et enfin, le dernier scénario, l'Empire de la route, qui lui s'appuie sur beaucoup d'innovations technologiques, pas beaucoup d'innovations sociales quand même, mais des nouveaux business models qui permettent de répondre aux besoins de mobilité. Mais dans ce scénario, on a l'émergence par exemple de solutions comme le MaaS ou Mobility as a Service qui permet à toute personne de se déplacer de manière efficace et optimisée. On a aussi des light electric motocars qui permettent en fait de réaliser des distances entre 100 et 150 km. Pardon. Mais dans ce scénario, on a une Europe qui est divisée dans le sens où les pays prennent des décisions de manière asynchrone sur les enjeux liés à la mobilité et au développement durable. Donc dans ce scénario également, on n'arrive pas à résoudre le problème lié à l'environnement. Pour conclure sur cette démarche, je pense que cette analyse morphologique collaborative était très intéressante dans la mesure où des entreprises qui n'ont pas l'habitude de discuter ensemble d'habitude ont pu se rassembler pour essayer de scénariser ces futurs. Ces scénarios sont aussi visés à être diffusés à un public encore plus large. Donc ce serait intéressant aussi de voir les avis de ces personnes qui auraient pu être interrogées. Donc cet espace d'échange était très important et très intéressant. Mais pour chaque entreprise, choisit ensuite les options stratégiques liées à cette scénarisation. Pour certaines entreprises, c'est juste un exemple de comment on peut collaborer en entreprise et comment on peut créer des scénarios avec d'autres personnes. Pour d'autres, c'est juste un exercice de design spéculatif sur les visions industrielles de ce qu'est la mobilité dans le futur. Et pour d'autres, comme Alstom, c'est une vraie option stratégique pour essayer d'ensuite utiliser ces scénarios à d'autres fins qui permettraient de répondre à des enjeux de la mobilité. Mais à la suite de ce workshop, je me pose quand même des questions sur quel est l'apport du design dans la démarche. En parallèle de ça, j'effectue également des entretiens et j'ai la chance d'interviewer Olivier Watlett, qui est le fondateur de UserMeter et membre partie prenante de Making Tomorrow. Et pour lui, le design spéculatif permet de confronter les visions d'entreprise au-delà de leur propre cercle et d'essayer de comprendre en fait ce que les usagers pensent de ces différents scénarios. Un mois plus tard, il y a l'Itinéraire BIS et l'ENSI qui organisent une série de workshops sur les standards industriels et inventer les nouvelles mobilités. Donc je saute sur l'occasion pour créer un atelier de design fiction spéculatif. Les enjeux de cet atelier, c'était de confronter en fait, la scénarisation avec des artefacts réels, inclure l'individu pour comprendre ce qu'il pense et connaître un peu comment il arriverait à modéliser ces différents enjeux liés à la mobilité, notamment d'un point de vue social. J'ai essayé d'utiliser des méthodes de design fiction pour simplifier considérablement l'information et ne garder que l'essentiel. Et cette approche visait à vraiment être centrée sur l'utilisateur. Donc j'ai créé des mini-scénarios et des personas pour que les individus puissent se réapproprier les scénarios et puissent créer en fonction de ces différents futurs imaginaires. Les insights du workshop étaient assez intéressants. Par exemple, pour le scénario La Grande Division, on avait une innovation qui s'appelait le IKEA de la voiture, dans lequel on avait des voitures modulables qui s'adaptaient aux besoins individuels. On a même l'exemple de la voiture train qui permet d'agréger les différents voyages et en fait peut-être de réduire les émissions totales. Donc on a l'impression que même dans ce scénario assez dystopique, il y a des innovations qui permettent de créer du lien social. Ensuite, dans le scénario Nouveau Vert, qui était utopique, c'était assez intéressant parce que les innovations se concentraient sur l'amélioration des technologies et de la performance. Donc dans un scénario où on a l'impression que tout va bien, on doit continuer à améliorer nos performances, améliorer nos rendements. Mais je trouvais que c'était assez ambivalent parce que d'un point de vue usage de ces nouvelles technologies, on ne sait pas vraiment comment cela se passe. Et ensuite, j'ai donné au dernier groupe 2 scénarios à traiter qui, en apparence, sont assez similaires parce qu'on a l'impression qu'on parle de la voiture, qui sont l'Empire de la route et la Révolution à bas coût. Donc, pour l'Empire de la route, qui est avant tout un scénario qui est axé sur les technologies,
on avait des innovations comme l'essor des voitures semi-autonomes et des façons aussi de réduire le bruit sur les différents voyages effectués. Et pour l'autre scénario qui était la révolution low cost, il y avait des innovations assez intéressantes, notamment l'optimisation du covoiturage et la création de points de stop pour essayer d'agréger les différents voyages des personnes qui auraient arrêté de prendre la voiture pour qu'ils puissent continuer à se déplacer de manière efficace. Pour conclure sur ce mémoire, je pense que le design est un aspect important de la stratégie d'innovation, mais le design ne se limite pas à juste matérialiser les futurs possibles. Il peut aussi aider pendant tout le processus de la stratégie d'innovation à essayer de comprendre les enjeux et d'interroger peut-être les utilisateurs comme lors de l'atelier de design spéculatif. Il y a un insight de Tony Fry que j'aime beaucoup qui est « I dig where I stand ». Et je pense que c'est un peu la posture que j'ai essayé d'aborder tout au long de ce mémoire en questionnant les insights que j'avais pu avoir au sein d'Alstom, au sein de l'ENSI, mais aussi au sein de mes recherches personnelles. J'ai pu donc, dans ce contexte, me créer ma propre vision de ce qu'est la prospective stratégique et ses enjeux. Et mon rêve à moi, c'est de créer une économie circulaire dans la ville de Paris, liée à la mode. Et je pense que les outils du design fiction et du design spéculatif, ainsi que de la prospective, sont des choses qui seraient nécessaires pour rendre tangibles les artefacts qui permettront de créer cette économie circulaire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin, de cette présentation. On va commencer traditionnellement, normalement, par le directeur de thèse, mais il n'est pas là. Donc, Juliana, si tu veux bien prendre le relais et t'exprimer en tant que tutrice de sa mission professionnelle. Et après, on continuera avec le reste du jury. Merci. Merci. Merci, Kevin, pour cette merveilleuse présentation. Donc, pour nous, accueillir Kevin au sein du département de prospective, ça a été la première fois qu'on donnait la bienvenue à quelqu'un avec un profil design carrément dans nos recherches stratégiques. Et je pense qu'on a très bien réussi ça parce qu'on voulait justement au début chercher ce lien intrinsèque entre le design et la prospective, comment bien redesigner nos imaginaires futurs, la mobilité. Donc, on avait vraiment besoin d'avoir un vue externe et surtout un vue qui n'était pas la vue de nous tous ingénieurs, à une adaptation de la mobilité au service des gens, au service des passagers, au service de vraiment la communauté et la création des liens sociaux. Donc, ça a été pour nous une expérience très positive, j'espère pour toi aussi, Kevin. Après, pour la partie purement dite de toute la méthodologie, les méthodes de construction prospective, design prospective, pour nous, c'est aussi un mariage que nous avons fait entre nos méthodologies traditionnelles prospectives et qui sont plus quantitatives et avec l'abondance des méthodes qualitatives et l'introduction du design prospective. Donc, Kevin a fait partie de l'équipe au moment où on a fait cette ouverture. Et nous avons, avec Kevin aussi, donné la bienvenue à beaucoup de designers de nos propres équipes de design pour qu'eux aussi fassent une expérience prospective et intègrent cette définition des imaginaires futurs de mobilité. Et en plus, plus précisément sur le travail que nous avons fait ensemble, surtout la partie Moving On de tout cet atelier, ce cadre des scénarios mobilité. Je pense que l'expérience d'avoir agi avec un groupe multidisciplinaire, cette fois-ci à l'extérieur d'Alstom, avec tous les autres acteurs de la mobilité qui ne sont pas les ferroviaires, donc les Stellantis, les Total Energy, les Michelin, nous a donné aussi une opportunité parfaite, justement, pour avoir une démarche prospective ouverte au design et ouverte à des artefacts différents, parce qu'il n'y avait pas la posture du ferroviaire, la posture de l'automobile, il y avait un peu la vision globale de la mobilité au service des citoyens. Donc, pour nous, cette partie, ça a été aussi un très bon réussi, qui nous allons continuer à utiliser, bien sûr, et
et qui ont donné lieu à plusieurs d'autres expériences prospectives qui commencent dans cette année fiscale chez nous. Merci encore, Kevin. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette présentation très fluide, intéressante et qui a apporté aussi un éclairage, enfin qui fait une très bonne synthèse de ce qu'il y avait là-dedans. Okay. Même si du coup, mais ça c'est l'exercice qui veut ça, il y a des choses dedans qui m'auraient intéressé de discuter, mais on pourra voir ça plus tard. Moi j'ai trouvé ça, le sujet de la prospective toujours très intéressant et il m'interroge particulièrement parce que en tant que professionnel, je l'ai pratiqué à plusieurs reprises pour des clients industriels notamment, avec des techniques, les techniques des scénarios type Futurible ou des choses comme ça. Et alors, je trouve ça passionnant à faire, comment dire, arriver à cette finalité est super. Mais après, moi, je me suis retrouvée dans des situations complexes, alors ça m'intéresse de vous entendre aussi tous les deux par rapport à ça, où... dans une démarche de design, on pourrait avoir tendance à se dire la prospective va être à un moment du processus pour donner une vision à terme et après, on va voir comment on peut dérouler le fil et avoir des idées pour aboutir à. Et de mes expériences passées, ça s'est toujours arrêté finalement à ce moment-là, au moment où on arrive au scénario. Et puis après, soit ça passe sur un autre projet, soit le projet s'arrête. Mais j'ai jamais vu la fluidité entre j'arrive à un scénario et derrière on en fait quelque chose pour en tant que designer s'en emparer et aboutir à des projets innovants. Et donc j'attendais aussi ça là, au début de la lecture là-dedans. Je ne l'ai pas retrouvé, alors peut-être parce que je n'ai pas su lire entre les lignes, ou vous allez m'expliquer si vous avez ressenti ou vécu la même chose ou comment ça se passe. Okay. Je pense que, comme vous avez dit, le design vient à des points qui permettent de modéliser les futurs ou de permettre de rendre tangibles en fait, ces scénarios que les entreprises ont effectués. Mais il y a également des moments où, par exemple, moi, dans mon expérience personnelle, mais je pense qu'il y a une démarche qui est aussi, que Julien vous parlera plus pour le tramway, par exemple. Mais dans le cadre de mon expérience personnelle, ces mêmes scénarios qu'on avait réussi à modéliser ont ensuite été utilisés à des fins de transmission d'informations au sein d'Alstom. Donc on a pu en fait créer ces scénarios et ensuite les présenter pour essayer de créer une vision en interne et de comprendre les avis de ce que les gens pensaient et créer un peu aussi, comprendre aussi les émotions liées à ces futurs possibles. Donc d'un côté, c'est vrai que ouais. Je comprends, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on arrive à sensibiliser un codir, un COMEX, une équipe projet à des futurs possibles et à projeter une entreprise dans un futur possible. Pour autant, alors que ça pourrait être un outil formidable d'idéation, je trouve que ça transforme finalement assez peu dans ce type-là. Si je peux me permettre, donc justement, on a la suite de ça. Et donc, Kevin n'a pas été jusqu'à la fin de cet exercice. Donc, on est maintenant dans la deuxième partie de l'exercice qui est dédiée au produit. Donc là, avec un produit spécifique en tête, que c'est dans ces cas-là le tramway. Donc, nous avons repris scénario par scénario, justement pour relever les problématiques liées à chaque scénario. Derrière les problématiques, on a relevé les personas qui vont faire partie de ce scénario. Et on a, pour finaliser dans des concept design qui résoudent les problématiques de ces personnages dans ces scénarios. Donc là, c'est tout notre département design qui est en jeu et qui va apporter des designs au design interne du tramway et aussi aux stations qui vont être partagées avec les tramways, justement pour résoudre les problématiques relevées des scénarios. Donc c'est la partie qui est en cours à ce moment. Donc on peut y arriver. Et donc moi ce que ça m'amène comme question, c'est design prospectif. Est-ce que le design est au service de la prospective? Est-ce que la prospective se met au service du design? Est-ce que tout ça est mélangé au service du développement durable? Ce qu'on voit là, c'est un vrai sujet que je trouve intéressant. Et donc moi j'ai eu ce petit manque là, mais je comprends ici que c'est finalement c'est normal vu la partie que tu as vécue du projet chez Alstom. Il n'empêche qu'on aurait pu questionner ça.
le rapport entre la prospective et le design, qui sert quoi, qu'est-ce que ça fait les deux ensemble, proposer des méthodologies, enfin, ça aurait mérité d'être poussé un peu plus loin. Pour autant, ce travail-là est tout de même très intéressant. Je vais le conserver parce qu'il y a il y a une petite bible des méthodos de prospective possibles à utiliser. Il y a des choses très intéressantes. Et je trouve que le travail strictement académique là, de recueil et d'illustration, d'ailleurs, question, c'est des dessins de... C'est mes dessins. Ah ouais. Ben, je trouve qu'il y a une patte intéressante au début qui interpelle, et puis au fil de l'eau, ça crée une harmonie qui vraiment apporte... ça fait beaucoup de bien de voir ces dessins au fil de l'eau qui viennent ponctuer ton discours. Donc on sent beaucoup de personnalité là-dedans. Et moi, je vais le conserver pour pouvoir me replonger dans les méthodos qui sont énoncés à différents moments. Maintenant, j'aurais creusé davantage le qui fait quoi là-dedans et comment ça s'articule. Okay. Merci Kevin de nous avoir partagé ta réflexion sur ce serpent de mer qu'est la prospective. Je dis serpent de mer parce que moi j'ai connu ce sujet il y a 30 ans ici à l'ENSI avec Bernard Catla, un des gourous de la prospective, et ça n'a jamais été, ça m'a toujours très motivé, mais ça n'a jamais été dans la lumière comme sujet. Et donc c'est pour ça que je suis content que tu remets ce sujet-là, d'autant que c'est aujourd'hui d'actualité parce que le monde est confronté à des problématiques complexes pour lesquelles il n'a pas forcément la solution. Les problématiques complexes sont l'environnement, l'économie circulaire que tu as mentionné, c'est très bien, mais il n'y a pas forcément la solution. Et les organisations, quelles qu'elles soient, et que ce soit Alstom, que ce soit Michelin, Total, bien sûr, ils cherchent des hypothèses, mais ils utilisent un outil aujourd'hui qui est, moi, que j'appellerais plutôt le design fiction ou spéculatif, comme tu l'as nommé, qui consiste pas tant à trouver une solution, mais à mettre sur la table des hypothèses pour faire réfléchir l'organisation, les équipes, les personnes, et que ces résultats dont tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils peuvent être, puisque c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure, hein, avec ces scénarios que tu as fait, qui correspondent tout à fait à la réalité, d'un design de fiction, que ces résultats, eh bien, ils sont proposés à des équipes opérationnelles qui vont picorer dedans. En fait, et je ne pense pas qu'il faille s'attendre à ce qu'un design fiction apporte une solution. Ce n'est pas son rôle. Alors, par contre, effectivement, le mot prospectif est un petit peu différent. Et je comprends ce que chez Alstom, puisqu'en fait, c'est dans le titre, hein, c'est au sein du service stratégique d'Alstom. Donc ça veut dire que stratégie, c'est pas fiction. Stratégie, c'est-à-dire que quelque part, on attend une opérationnalité concrète dans les décennies qui arrivent. Et je trouve ça bien que tu utilises ce mot prospective plus que fiction. D'accord. Tu comprends? Ouais. Pour rebondir, c'est pour ça aussi que j'ai essayé d'appeler mon mémoire design prospectif. Ouais. Parce qu'il y avait, pour moi, on peut designer les démarches de prospective, un peu, entre guillemets. Mais, et c'est vrai que, comme vous l'avez très bien relevé tout à l'heure, on ne sait pas qui fait quoi. Est-ce que c'est plus la prospective ou est-ce que c'est plus le design? Mais je pense que les outils de la prospective sont très importants aussi pour modéliser. Et ça fait partie intégrante de la stratégie. C'est rentrer dans la stratégie avant le design. Donc, est-ce qu'ils sont une partie d'un processus de design ou est-ce que le design se met au service? Enfin, c'est ça la première, il est là. Bien, tel que Kevin nous l'a présenté, c'est le design qui est au service de la représentation. Hein, ce que j'ai compris, hein, c'est que c'est les outils du design qui servent la prospective. Et c'est ça qui est fort. Et je pense que tu l'as bien synthétisé, en fait. Le rôle que peut jouer des acteurs qui sont formés au design, comme tu l'es, vont délivrer des process qui vont servir la prospective avec les outils du design. Mais ça, sans avoir une ambition de produire un résultat tout de suite. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas ce qu'on demande. Mais par contre, c'est vrai qu'entre prospective
Et spéculation, il faut bien faire la différence. Parce que prospective, c'est comme tu t'engages à délivrer quelque chose de probable, alors que la fiction, c'est simplement des outils de réflexion. Et je pense que tu l'as bien mentionné. Merci. Et comment tu vas continuer? Enfin, je poserai peut-être la question après. Non, je vous rejoins et je trouve que moi, alors, il m'a manqué aussi cet atterrissage final, enfin vraiment sous forme de discussion. Voilà. Discussion critique sur ces approches et sur, du coup, ton positionnement par rapport à toutes ces approches. Ça vient peut-être aussi d'un deuxième manque pour moi qui est vraiment sur l'état de l'art. Je trouve que tu passes quand même un peu rapidement dessus. Et du coup, ça devient difficile de discuter et vraiment d'atterrir en toute fin. Et je pense que là, tu aurais pu peut-être actualiser le propos. Moi, j'ai le sentiment, on a une belle bibliographie, mais je ne suis pas sûr que tu l'aies vraiment exploitée au maximum de tes capacités. Et juste 2-3 exemples tout simples. Tu cites Watley, Olivier, sans mentionner directement déjà sa collaboration avec Nicolas Mainviel, même si on retrouve... voilà. Là, ils viennent de sortir dans un numéro spécial de Cité un article assez intéressant où ils mettent plutôt le focus d'ailleurs sur les approches de fiction. Et je conseille vraiment l'article, mais il a été publié en 2023. Tu cites Tony Fry dans ta biographie, on découvre, mais voilà, tu le cites en 2010. Mais il a publié assez récemment un ouvrage vraiment, dont on parle beaucoup, qui est Writing Design Fictions, et avec une vraie visée transformatrice. Donc en plus, c'est au cœur de ta réflexion, puisque c'est toute la réflexion qui mène au sein de son atelier du bout du monde. Donc je trouve que ça, voilà, le propos aurait mérité d'être actualisé, au moins d'un point de vue théorique, ce qui t'aurait permis d'être plus critique, voilà, par rapport à ces différentes approches. Et je pense que ça peut être un prolongement intéressant pour toi. Donc tu cites, et manifestement tu as utilisé le premier article de Nicolas Mainviel et Olivier Watley. On en avait parlé en plus. Oui, on en avait parlé, où il présente une cartographie. Vous avez eu dans le programme Nicolas Passet qui vous a montré aussi, enfin vous avez eu aussi, parce qu'avec Mekinov, il propose aussi une cartographie, un mapping un peu plus large de toutes les approches. Moi, c'est ce qui m'a manqué, quoi. Et en toute fin, ça aurait été intéressant de proposer ton mapping justement de ces approches, et avec des choses qui sont intéressantes. C'est ton expérience d'entreprise qui permet de montrer les décalages entre la théorie et la pratique. Et voilà, je pense que là, il y aurait peut-être un petit effort supplémentaire à faire. Mais moi aussi, je salue en tout cas ton travail, parce qu'il y a un premier état qui a été fait. Tu as fait des choix qui se retrouvent d'ailleurs à l'oral et qui rendent ton propos cohérent, parce que quand on est dans ces approches-là, c'est pas forcément évident. Parce que c'est des approches qui nous emmènent aussi plus loin, qui nous poussent à faire un pas de côté, mais souvent c'est plutôt un grand écart qu'un pas de côté, donc c'est pas forcément évident. Et moi, je salue ce travail de mise en cohérence qu'on retrouve à la fois à l'oral qu'à l'écrit. Moi, j'ai vraiment apprécié aussi tous tes dessins, toutes ces créations qui nous permettent aussi d'être dans l'imaginaire. Et là aussi, il y a beaucoup de cohérence. Mais cette fois, de cohérence par rapport à ton profil, à ton propre parcours. C'est cette part d'ange là qu'on a tout au long de ton récit, et qui est vraiment agréable, quoi. Parce que le propos, tu mobilises quand même des travaux, et il faut s'y plonger. Mais ces dessins-là qui émaillent, qui étaient tout ton propos, là, moi, j'ai trouvé vraiment la lecture très agréable, quoi. Merci beaucoup. Après, j'ai toujours une petite question. Non, mais tu vois, l'actualisation de ton état de l'art, il aurait été vraiment
nécessaire, enfin pour moi il est vraiment nécessaire et utile notamment pour comprendre la pertinence de ces approches par rapport à ton ambition, qui est celle de transformer nos organisations au service, tu vois, d'un impact social, environnemental. Et moi, là, ça m'a un petit peu manqué. Mais par rapport à cette ambition-là, il y a la question des modèles économiques qui est là. Mais là aussi, je trouve que tu pousses pas forcément la réflexion. Alors, c'est pas évident. Et comme tu le disais très bien, le but de ces approches, c'est d'abord d'enrichir notre questionnement. Mais quand même, moi, j'aimerais bien te poser une petite question par rapport à ça. Bien sûr. Ben oui, parce que en plus, vous avez été formé, en tout cas initié aux approches des business models. Je pense à Circulab en particulier. Ouais. Je n'ai pas forcément vu de référence par rapport à cela. Mais j'aimerais bien avoir ton retour, justement, parce que les modèles économiques existants, effectivement, ne permettent pas, enfin, on a du mal à les appliquer par rapport à ces approches-là, mais il y a quand même des travaux. Voilà, quel est ton sentiment? Est-ce que tu penses que des modèles comme celui sur lequel vous avez travaillé du Circulab peut permettre d'englober ces approches-là? Quel est ton retour? Premièrement, j'aimerais revenir sur la bibliographie. Je pense que vu que j'ai choisi une approche qui est expérientielle, j'ai surtout utilisé les choses qui étaient un peu autour de moi. Donc j'avais beaucoup de formations avec Futurible, donc j'ai beaucoup regardé la formation de Futurible et essayé d'en parler pour argumenter mon propos. Donc surtout mes interviews, j'ai parlé un peu. Donc le point de vue du design fiction était très intéressant. Mais vu que j'avais un mémoire qui voulait se concentrer sur design et prospective, j'ai préféré l'entretien avec Olivier Watlett pour essayer de comprendre ses propos vis-à-vis de ces deux thèmes et avoir un point de vue un peu plus particulier. Et en ce qui... Mais je t'invite vraiment à lire leur dernier article qui est assez stratégie selon Terminator, où vraiment il relate vraiment une expérience un peu assez incroyable, quoi. Et avec l'usage de la vidéo. Notamment pour adresser une population de geeks, la Gen Z, pour les sensibiliser à ces approches et avec une vraie visée transformatrice. D'accord. Et en ce qui concerne les business models, tout ce qui est économie, comme on arrive dans un monde qui est pratiquement en rupture, on va se dire, c'est une rupture, et les modèles d'avant qui permettaient de modéliser l'économie ne sont pas forcément applicables à tous les sujets qui sont liés à la prospective et au développement durable. Donc je pense que l'économie circulaire, c'est quelque chose qui apporte des réponses à ces problématiques. Et j'aurais sûrement dû plus en parler, mais spécifiquement dans le cas du transport ferroviaire, je pense que ça aurait été toute une activité de recherche que je pourrais continuer peut-être dans le domaine de la mode, par exemple, pour comprendre quels sont les enjeux spécifiques au secteur et comment il pourrait être organisé pour répondre d'une manière circulaire à des enjeux du futur. Donc c'est cette approche que je dois complètement continuer à développer. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu du mal entre essayer de comprendre l'économie circulaire d'un côté et de l'autre, les termes prospective et innovation, comment ça... Voilà. Après, ça vient peut-être d'un travail de définition qui aurait peut-être pu être plus poussé, mais pas tant sur la prospective et le design prospectif, que sur le développement durable, sur cette notion-là. D'accord. Parce que le développement durable, on ne peut pas le penser sans un développement aussi a priori économique, quoi. Même si on s'inscrit dans une perspective de post-croissance. Mais c'est une des trois dimensions essentielles, économique, sociale, environnementale. C'est ce qui définit l'optimum de Pareto. Il se définit autour de ce triptyque-là, quoi. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aurais aimé, en tout cas, que cette notion que cette dimension soit traitée un peu plus, alors, même dans la discussion, dans ton atterrissage final. Okay. Mais je salue encore le travail remarquable. Idem, et juste, moi, j'ai maturé pendant ce temps. En fait, j'aurais bien aimé, et peut-être que ça peut te donner envie de le faire, je ne sais pas, d'aboutir à un manifeste, en fait, des convictions
que toi tu portes en disant, bon, ben, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vécu comme expérience professionnelle, je pense que pour que ça fonctionne, on a besoin de tel item, tel item, tel item. Une sorte de... On n'attend pas autre chose finalement qu'un point de vue pour conclure. Il y a beaucoup de choses ouvertes et on n'a pas d'atterrissage. C'est juste ça. Sinon, encore une fois, ouais, je veux quand même vraiment valoriser ce qui est positif. L'ensemble est positif. Il manque ce petit chouille d'atterrissage. Okay. Je comprends. Oui, tout à l'heure, je me suis arrêté dans mon élan à propos de... Eh ben oui, comment tu vas transformer l'essai parce que tu vas apparemment pas rester chez Alstom puisque tu envisages de créer ta... Ouais. Et justement... c'est créer un acteur économique de l'économie circulaire, c'est ambitieux. Mais il y a des grandes marques qui l'ont fait. Moi, je pense à Hermès, ils ont créé une marque qui s'appelle Petit H, où ils utilisent des chutes pour faire des produits dans le domaine de la mode finalement. Donc tu vois, pour moi, c'est l'atterrissage, il est écrit là, et je trouve ça chouette que tu sois... un caractère entrepreneur finalement pour développer ça. Je peux que le soutenir. Et c'est ça que je voulais mentionner, c'est la suite. Comment entre ce travail que tu as fait sur le design fiction ou design prospectif, et comment tu vas l'insérer dans ton projet d'acteurs économiques dans le secteur de la mode. Ouais. J'ai eu aussi l'occasion, je n'ai pas mentionné ça dans le mémoire, mais j'ai eu l'occasion en juin dernier, avec l'Institut français de la mode, de réaliser un workshop d'une semaine au Bénin sur la fabrication en circuit court. Donc au Bénin, ils avaient plusieurs machines de fabrication en Fab Lab. Et en fait, quand j'étais à l'IFM, j'étais beaucoup au Fab Lab de l'école. Et mon ancien directeur de formation m'a proposé de créer un atelier autour des enjeux liés au futur de la mode, mais cette fois au Bénin, et comment en fait le Bénin pourrait industrialiser ces différents process. Donc du coup, j'ai réalisé un workshop d'une semaine où j'ai pu en fait essayer de créer une démarche de design fiction pour comprendre les enjeux environnementaux, les enjeux liés à la production dans le domaine de la mode, et essayer de questionner en fait le positionnement des jeunes designers sur comment ils pourraient en fait envisager leur production en circuit court au Bénin, au lieu d'aller se sourcer en dehors de ce territoire. Donc c'est des pratiques que j'aimerais continuer à exercer. J'aimerais continuer à peut-être rejoindre l'Institut français de la mode pour créer des programmes pédagogiques, par exemple. Mais oui, j'aimerais continuer à investiguer cette thématique, mais dans le domaine du développement durable de la mode. Et c'est une approche qui m'est beaucoup plus familière et pour laquelle j'ai une vraie passion et j'ai vraiment envie de continuer, quoi. J'adore aussi les trains. C'était hyper intéressant. Je peux vous montrer quelques photos. Enfin, j'ai des photos des... Hop. Oh, pardon. Hop. Bon, je vous remontre rapidement, mais... Donc, c'était le workshop à CMS City. Donc, dans une première partie, il y avait la mise en imaginaire. Donc, essayer de comprendre comment les individus pouvaient structurer leur processus créatif, quel type de machine ils auraient besoin pour ce process, et comment leur incubation à CMS City leur permettrait de créer une chaîne de valeur en circuit court en utilisant les machines sur place. Donc au départ, j'ai commencé par présenter ma marque, comment on sélectionne les matières à Paris, comment ça s'argumente et comment ça fonctionne, la culture de marque aussi, et puis un peu les différents vestiaires qu'on a, quoi. Un vestiaire vintage qui recycle des matériaux, un autre vestiaire qui est plus collection image pour créer, et puis la phase d'expérimentation. Donc après avoir exposé mes process, je leur ai parlé de mes piliers de marque, des différentes expériences que j'ai pu avoir. Et ensuite, j'ai donné quelques concepts liés à l'innovation pour essayer de les pousser à eux créer. Je suis désolé, je passe rapidement parce que voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça, la mise en imaginaire. Donc j'ai essayé de parler d'une approche par la durabilité, une approche par la fiction et par les matériaux et la créativité pour essayer qu'eux-mêmes créent leur propre imaginaire sur comment ils devraient créer au Bénin et quels seraient les acteurs qu'ils devraient mobiliser pour cette démarche. Et à la fin, je n'ai pas les résultats du workshop, parce que je vais un peu mis ça de côté, je reprendrai plus tard. Mais c'était assez intéressant dans les idées qui en ressortaient et dans comment les individus voulaient collaborer autour de leurs propres techniques pour essayer de créer quelque chose de nouveau et qui répondrait aux enjeux liés au développement durable, mais aussi à la création de leurs propres projets. Voilà.
Voilà. C'est une réponse à l'interrogation. Est-ce qu'il flottait là? On a atterri. Ok, merci beaucoup. Merci Kevin. Donc on voit, ça c'est un truc à toi. Il y a des choses de partout. Il y a plein de trucs intéressants et tu t'en sers pas. Et ça a été toute l'année comme ça. C'est terrible. Donc voilà, amicalement, je dirais que ce qui serait bien, c'est que voilà, tu te poses et de temps en temps tu dis tiens, j'ai fait des choses. Il y a quoi là dans ma besace? Parce qu'il y a des choses de valeur et en fait, je sais pas, tu es sur une autre planète. Alors voilà, et, Kevin a oublié de me rendre des choses, a oublié de me rendre des éléments. Et puis il me dit, mais et je me dis bon, il les a pas fait. Puis après il me les envoie et je vois bien qu'il les a pas fait à l'arrache. Il les a fait. C'est juste que ça n'a pas effleuré son esprit qu'à un moment il fallait atterrir. Voilà. Donc du coup c'est superbe et tu as plein de choses à dire, plein de choses à faire. Voilà, jusqu'à ta veste qui visiblement fait partie du travail qui a été fait. Voilà, on note le petit détail et le clin d'œil, c'est très chouette. Donc moi, effectivement, sur la mission, je vois bien que tu as posé les enjeux de l'entreprise d'accueil, les apprentissages en termes d'innovation. Mais c'est vrai qu'après, tu restes toujours en dehors du truc. Il y a pas de... Alors que visiblement, tu as quelque chose à dire quand tu dis « je veux faire de l'économie circulaire ». Tu as le droit de le dire, tu as le droit de prendre fait et cause. Et c'est pas comme si l'écologie aujourd'hui n'était pas menacée. C'est des vrais sujets, des sujets quand même à impact. Donc tu as tout à fait le droit de les revendiquer. Donc si tu veux, dans ton rapport, on voit bien que on ne comprend pas ce que toi tu as pu apporter personnellement parce que tu es complètement diffus dans les choses. Voilà, donc j'ai un petit peu eu mes réponses à cause de Juliana. Après... Tu donnes un peu l'impression... Alors, il y a un truc... voilà, bouge-toi les oreilles, Juliana. Tu me dis dans ton mémoire professionnel qu'effectivement, tu as l'impression un peu que le design est cosmétique chez Alstom. Je n'ai pas dit ça. Eh bien, c'est exprimé comme ça, si tu veux. Tu dis que les designers arrivent en dernier moment, etc. Donc, voilà, ça, c'est intéressant de le dire. Et c'est pas méchant, ça peut aider Alstom dans son intégration. Quand Juliana se dit, mais le design, comment je peux en tirer le jus? Peut-être qu'effectivement, à un moment, tu peux dire, tiens, après avoir vu comment vous fonctionnez, ça serait bien qu'ils viennent. Voilà. Mais de ce que j'ai compris, votre démarche, vous y êtes arrivé à la conclusion. Tu vois, qu'ils étaient un peu à l'extérieur et qu'ils arrivaient un peu après tout le monde, puisque tu dis, à un moment, on conçoit le train, puis après, les designers arrivent pour l'habiller, en gros. Voilà. Je pense qu'il y a eu une mauvaise compréhension. Enfin, je parlais plus dans la démarche prospective. Ça vient à la fin, quand les scénarios sont créés. Pour le design... Eh bien oui, mais pour le designer, arriver à la fin, c'est habiller le bossu. Voilà. Donc, j'ai compris dans la synthèse qui a été dite aujourd'hui. Voilà. Donc, si tu veux... C'est ça qu'on attend de toi, c'est que si tu repères un truc comme ça ou que tu as l'impression qu'il y a une chose comme ça, on attend de toi que tu la questionnes, tu vois. Et c'est pour ça que je comprends ce que le jury a dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a besoin que tu explores et que tu t'appropries les choses. Tu ne peux pas rester en dehors. Voilà. Et pour ces approprier, il faut aussi faire l'effort de les voir. Donc il faudra faire l'exercice pour moi, dans les temps qui viennent, de se dire, tiens, là j'ai fait un truc, qu'est-ce que c'est? C'est fou parce que ton workshop avec le Bénin, tu aurais très bien pu le mettre dans l'introduction du travail que tu as fait, ça aurait été, ou sur l'atterrissage en conclusion, et ça nous aurait permis à tous de comprendre. Et du coup, moi, j'ai encore une question pour toi. Comment est-ce qu'on vient du monde de la mode en prenant et comment on va prendre un contrat de professionnalisation chez Alstom et comment on atterrit? Voilà. Mais c'est surtout voilà, ce crochet-là du monde de la mode à Alstom, au niveau de l'équipe pédagogique administrative, on a regardé ça en se grattant la tête en disant « Ok, ça a bien dû se passer avec Juliana, mais voilà, qu'est-ce qui t'a attiré? Est-ce que tu pourrais nous dire ça ?» Moi, c'est surtout la mission. J'adore apprendre. Enfin, je pense que je suis quelqu'un, je viens d'un parcours en économie. La mode, c'est plus autodidacte. C'est quelque chose que j'ai appris tout seul et j'ai ensuite décidé de me former après coup. Donc j'adore apprendre, en fait, c'est juste ça. Et quand il y a une mission intéressante qui arrive, je saute dessus. Après, c'est sûr que ça rend plus dur l'atterrissage parce que ça fait des ponts comme ça et c'est un peu compliqué. Mais... Alors du coup, je vais t'inviter à regarder, tu iras voir ce qu'a fait Tom hier en présentation parce qu'on a eu quelqu'un qui a vraiment butiné dans tout un tas de champs et je pense que ça peut être intéressant de regarder un modèle comme lui qui est un professionnel qui a déjà bien roulé sa bosse pour que tu vois en fait comment la synthèse se fait, comment justement il tire parti de toutes ces idées pour les agréger. Et je pense que ça pourrait t'aider à toi trouver à formaliser mieux ton chemin et en bénéficier mieux. D'accord. Ok.
Sur l'atterrissage, en fait, une suggestion, mais qu'on découvre au fur et à mesure de ton parcours, mais aussi en te lisant, c'est tu as vraiment un profil entrepreneurial. Tu fais une mission dans un grand groupe. Donc on pourrait imaginer, et puis enfin, l'une des problématiques qu'on a avec toutes ces approches, on va dire de design fiction ou de prospective, c'est le backcasting, enfin c'est le rétrocasting, c'est comment et donc passer par une logique de projet, tu vois, réinsuffler en fait de l'entrepreneuriat. Bon, on est sur ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, mais comment, même par rapport à cette problématique, comment on bascule, tu vois, des scénarios en mode projet, et comment on reconsidérait toutes ces questions ou réintégrer ces questions de durabilité. Là, au Bénin, en plus, il y a la multiculturalité qui est assez intéressante, mais qui est présente aussi dans un grand groupe, avec, si ce n'est qu'à travers tous les métiers. D'accord. Derrière les, tu vois, je comprends. Réintégrer toutes ces approches de développement durable, mais aussi toute cette dimension économique, de modèle économique. Je trouve que là, il y a une voie, il y a une avenue à explorer qui peut être intéressante, tu vois. Je comprends. Et tu es un bon porteur de projet. Enfin, je pense que tu peux être force de proposition par rapport à cela, quoi. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup au public. Merci beaucoup à Marcelin en régie. On va maintenant délibérer, donc vous inviter à sortir. On viendra vous chercher. Toi aussi, Kevin, voilà. Merci beaucoup.